Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais-Onde. 136 136 136. Je dois m'absenter pendant quelque temps et je ne trouve personne à qui confier les bébés dragons. J'ai toujours pensé que je serais douée pour le travail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Toi, tu vas faire quoi, Ira? Je vous regarde. Les baies vitrées, tournoi, autour du hall d'entrée, une parade, 2 pullovers, défile à contresens, sur un modèle aléatoire. De mon côté, je vais aller me détendre sur le toit avant de me mettre à l'ouvrage. Je vous confie les commandes. Bonjour, vous êtes sur Tiloche Radio, sur l'émission Mauvais-Onde Tiloche Radio en français. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale sur l'Ukraine. Comme nous avons notre ami et collègue Corentin qui revient justement d'Ukraine, il va nous parler un peu de son expérience. Nous allons finir l'émission avec la venue des petits mousquetaires. À tout de suite. Donc nous avons parmi nous Corentin Léotard, rédacteur en chef du Corridor Central. Très motivé, on dirait. Donc qui revient d'Ukraine, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Avec nous également Daniel Pseny, ancien du Monde. Bon, salut à tous. Salut. Grand journaliste belge, Jean-François Herbeck de la RTBF. Bonsoir. Ouais. Notre commissaire politique, Vincent Liéger. Représentant du Politburo. Ouais. Bonsoir à toutes et tous. Essayiste sur la décroissance. Exactement. Le journaliste français Joël Le Pavou. Bonjour à toi. Bonsoir, parce qu'il fait déjà nuit, effectivement. Bonsoir, ouais, qui collabore à plusieurs journaux francophones. Tout à fait. Cité de 3. Hein. Le Temps, Le Soir, L'Express. Voilà. Nous avons avec nous également Siloé Lemaître, qui est resté avec nous pendant 3 mois pour faire du journalisme à Budapest. Et qui va faire sa chronique tout à l'heure. Et qui va nous faire une chronique tout à l'heure, donc attendez bien. Également Fab qui va nous aider à interviewer les petits mousquetaires tout à l'heure. Hein. Bonjour à tous. Et au micro, c'est Guillaume Carré. Bonjour Guillaume. Bonjour. Hello. Merci. Le grand sujet. Le grand sujet. Le grand sujet. Le grand sujet. Donc, Corentin, tu as passé quelques temps en Ukraine récemment, tu es revenu. J'en suis revenu. Il a passé la frontière. Il est revenu à temps, depuis tout s'effondre. Illégalement. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu ton voyage? Pourquoi tu es parti là-bas, premièrement? Oui, alors j'y suis allé la semaine dernière, 4 jours. Bon, alors, en Ukraine, c'est un grand mot. J'étais dans la région de Transcarpathie, qui est la région du sud-ouest de l'Ukraine. Hein. Je ne me suis pas aventuré très loin, j'étais de l'autre côté de la frontière hongroise. Hein. Ouais, t'étais en Hongrie. Oui. Et de l'Est. Donc j'y allais pour faire des reportages, voilà, pour des journaux. Donc l'idée c'était d'aller un peu à la rencontre de la minorité hongroise d'Ukraine, hein, qui on le sait est prise en porte-à-faux en ce moment entre Budapest et Kiev. Hein, c'est l'actu brûlante dont on parlera plus tard dans l'émission avec le sommet européen qui arrive.
Mais aussi, au-delà de la minorité hongroise, c'était de parler aussi aux Ukrainiens pour voir comment ils se positionnaient et comment ils voyaient la position de Viktor Orban. J'avais promis qu'on prononcerait pas le mot pour l'émission. Tu as tenu 1 minute 30. C'est pas possible. Voilà. Et donc voilà, je suis allé à Beregovo en russe, Beregiv si on le prononce en ukrainien, et Bereksas si on donne le nom hongrois, mais aussi à Uzhgorod, Ungvar pour les Hongrois. Donc voilà, l'arrivée déjà quand on arrive quand on passe par l'autoroute M3, c'est assez rapide de rejoindre la frontière. Il faut 3 petites heures. Ouais. Après Niradiaza, il y a vraiment déjà l'autoroute est très peu fournie. Comment ça s'est passé le franchissement de la frontière? Alors déjà les 30-40 derniers kilomètres sur la route normale, il y a vraiment plus grand monde. On voit que c'est pas une frontière, un passage qui est très emprunté. Ouais. La frontière, il n'y avait pas grand monde qui attendait la frontière. Mon passage s'est relativement bien passé parce que le consulat d'un pays ami m'a permis d'avoir un laissez-passer. C'est pour ça qu'il ne voulait pas parler de Viktor Orban. C'est ça ta Mercedes noire alors. Et alors le premier arrêt s'est fait donc à Beregiv. Je prends le parti de le dire en ukrainien et non pas en hongrois, je suis désolé. On a pris le café dans le consulat de ce pays ami qu'on citera pas. Où, on a un peu parlé on a tout de suite compris, je dis on parce que j'étais accompagné du copain Sébastien que vous connaissez tous ici. Salut Seb. Donc on a tout de suite pris un peu la température qui est pas joyeuse. Il nous disait pas de photos, pas de photos des bâtiments publics, vous pouvez être embêtés, c'est un état de guerre ici. On sentait vraiment qu'ils étaient dans leurs petits souliers. Parce que ce pays ami est un pays ami de nous, mais pas trop de l'Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est un indice. Sur votre écran. Et aussi, le consul, ça c'était c'est un peu pour le folklore. Hein, c'est pas très important, mais c'est quand même sympa à raconter. C'est qu'ils nous préviennent tout de suite. Deux Français qui rentrent dans le pays avec une voiture hongroise. Ouais. C'est suspect. Vous les verrez peut-être pas, mais vous aurez le SBU sur le dos immédiatement. En plus, quand on a une tête un peu suspecte, ça. Voilà, donc vos postes, c'est une évidence. Hein, de toute façon, il faut quand même comprendre que la Transcarpathie est quand même vue depuis Kiev, une région très périphérique. C'est à 800 km de Kiev, c'est à 300 km de Budapest, et par rapport à Kiev, c'est par-delà les Carpates. C'est pour ça qu'on dit la Transcarpathie, Zakarpathia. Parce que cette région historique, si on parle du point de Budapest, c'est la Subcarpathie. C'est avant les Carpates. Ruthénique. Voilà. Donc effectivement, au bout d'une heure dans la ville, on a vu quelqu'un qui nous suivait puis qui nous prenait en photo incognito. Mais t'es sûr que t'étais pas un fan qui avait entendu parler de ta visite Courrier d'Europe centrale. C'était peut-être ça. Il avait des lunettes noires et un costard, donc c'était un peu bizarre. Donc voilà. Alors ensuite, tout de suite, on va sur Öszöktere, hein, ça s'appelle comme ça. Ils ont leur place des héros. Voilà, la place des héros, qui a son mémorial. Dédié aux morts du Maïdan, le soulèvement de la dignité de 2014, qui était, je le rappelle, pour se rapprocher de l'Union européenne. Ça c'est assez. Il y a quelques centaines de visages affichés qui sont les mêmes, qui sont affichés dans toutes les villes d'Ukraine, hein, et Bereksas, là je dis en hongrois, ne fait pas défaut pour le coup. Il y a aussi une grande obélisque pour les combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui est aujourd'hui enrichi, si j'ose dire, des combattants qui sont morts depuis l'invasion du 24 février dans le Donbass, hein, les combattants originaires de la ville, hein, qui sont une vingtaine pour le moment. Ouais. Plus étonnant, et ce qui donne aussi des indices, hein, parce qu'on veut toujours savoir comment se positionne la minorité hongroise, etc. Le maire de Beregiv, Zoltán Babia, qui est un hongrois ethnique, mais qui est avant tout transcarpate et qui fait montre d'un certain patriotisme vis-à-vis de l'Ukraine, en tout cas qui est très loyal à l'État ukrainien, qui est sa patrie. Il a fait ériger le drapeau rouge et noir des nationalistes ukrainiens,
qui renvoie les bandéristes ou les... Alors pas que les bandéristes, qui renvoient à divers mouvements nationalistes pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, dont le Loon de Bandera, qui est évidemment un symbole très controversé, mais qu'il faut comprendre aujourd'hui comme un symbole de patriotisme. Enfin bon, c'est quand même des gens qui collaborent avec les nazis. D'accord, mais... et puis ils sont corrompus de toute façon. Voilà. Évidemment, justement, le fait que Zoltan Babiak lui-même, qui n'est pas un nationaliste ukrainien, le brandisse montre qu'à l'heure actuelle, c'est essentiellement vu comme un symbole de patriotisme et qui fait référence à tous ces mouvements qui étaient pour l'indépendance. Une Ukraine indépendante, avec évidemment toutes les catastrophes qui sont connexes à ça. Alors ensuite, on est allé dans le cimetière. C'est toujours très intéressant d'aller dans des cimetières d'une région qui a une histoire incroyable. C'est-à-dire que depuis que la région a appartenu à l'Autriche-Hongrie jusqu'à la Première Guerre mondiale et Trianon. Ensuite, elle a appartenu à la Tchécoslovaquie. Puis à l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, et enfin à l'Ukraine indépendante depuis 1990. Comme disait un auteur que j'aurais bien aimé citer, mais j'ai oublié son nom, c'est vraiment sur les périphéries de l'Empire d'Autriche-Hongrie qu'on saisit vraiment l'essence de ce qu'était cet empire. Ce qu'on retrouve par exemple en Voïvodine, c'est-à-dire une région extrêmement multiculturelle. Et là, dans le cimetière, alors les tombes parlent hongrois pour paraphraser Helmut Kohl ce coup-ci, mais pas seulement. Il y a des tombes en cyrillique, il y a des noms polonais, slovaques, ukrainiens. Il y a le cimetière juif très important. Il y a des juifs avant dans la région. Il y a aussi les tombes fraîches des soldats qui viennent de tomber. Elles sont facilement reconnaissables parce que il y a le drapeau ukrainien et puis un message patriotique qui les accompagne. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour l'ambiance générale. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est n'hésitez pas à intervenir. J'avais une question justement parce que il se trouve que si ma mémoire est bonne, le premier soldat qui est mort à l'époque de la guerre du Donbass, il venait justement de Beregovo, et effectivement c'est une région qui est assez meurtrie puisqu'il y a pas mal de soldats qui sont envoyés sur le front. Comment justement toi, avec tous les gens que tu as rencontrés, aussi bien les acteurs politiques locaux que les personnes lambda, ils réagissent par rapport au conflit en lui-même, puisqu'on sait que la Transcarpathie est quand même éloignée de la zone de front? Et tu parles de 2014 ou 2014, Donbass. Le Donbass. Le début de la guerre, tout début, la première guerre, voilà, 2014. Pour bien préciser. Moi, je me suis promené il y a un marché couvert dans la ville où il y avait tous les paysans des bleds alentours qui venaient vendre leurs produits. On se serait cru dans une petite ville hongroise, de province hongroise. Ça parlait beaucoup hongrois. Dans la ville, ça parle hongrois-ukrainien, c'est à peu près à moitié-moitié. Maintenant, de toute façon, c'est un peu ça. D'accord. Et là, c'était essentiellement des personnes âgées qui clairement soutiennent Orban. Pourquoi ? Parce qu'Orban veut la paix, et qui ne peut pas vouloir la paix. Enfin, voilà, c'était ça. Bruxelles. Et le deuxième argument, c'était de dire les Ukrainiens veulent nous empêcher de parler hongrois. Voilà, ce qui est manque de peau pour Budapest, qui perd une carte à jouer contre l'Ukraine. L'Ukraine a abrogé hier les lois contre qui permet un peu sans avoir fait pression. Oui, enfin en même temps, pour se faire l'avocat du diable, c'est vrai que les Ukrainiens avaient mené une politique avec quelques discriminations contre les minorités quand même, enfin du point de vue linguistique au moins. L'Ukraine, depuis qu'une partie de son territoire est occupée, mène une politique d'ukrainisation et considère qu'en Ukraine on doit parler ukrainien. Je pense qu'en tant que Français, c'est un peu difficile de leur faire la leçon. Mais ça avait quand même commencé avant. Ça a commencé dès les années, milieu des années 2000 et quelques, cette politique. Parce que c'est quand même de là qu'est venu le conflit de 2014, etc. Ça, c'est une lecture. Parce que l'Ukraine est un pays quand même multiculturel. Où il y a une partie qui parle russe, et sans défendre les Russes, c'est vrai qu'il y a quand même eu une négation de certains droits. Je m'en tiendrai à la question des minorités hongroises, roumaines, et qui se sont érigées contre les lois qui ont été mises en place à partir de 2017.
qui ont considéré à ce moment-là que leur droit était un peu brimé. Là, l'Ukraine a mis en place a modifié ses lois en accord avec les recommandations de la Commission. Excuse-moi, une question. Qu'est-ce qui l'a amené à modifier cette loi ? C'est la pression peut-être de l'Union européenne ou c'est des raisons internes c'est essayer d'éviter le veto hongrois qui se dessine la semaine prochaine au Conseil de l'Europe, mais c'est aussi c'était une demande du Conseil de l'Europe formulée, et l'Ukraine voulant intégrer l'Union européenne aussi vite que possible. Ils vont faire ce qu'on leur demande. Voilà, ils ont abrogé les lois. Donc voilà, c'était les deux arguments que j'entendais sur le marché. C'était Orban est pour la paix et Orban défend les droits de la minorité. Alors ça, c'était des gens âgés essentiellement. C'est vrai qu'il y a dans la minorité hongroise, à peu près avant la guerre, c'était à peu près 100 000 personnes estimées. On estime qu'aujourd'hui, à peu près la moitié de la minorité a foutu le camp. Et est venue surtout en Hongrie ? Elle est venue surtout en Hongrie, mais aussi un peu dispersée un peu partout, parce que voilà, mais ça, le passeport hongrois et Schengen. Il y a les femmes et les enfants. Des jeunes qui partent. Alors, au premier jour de la guerre, il y a les femmes et les enfants qui, comme tous les autres Ukrainiens, sont partis. Eux étaient très proches des frontières, donc c'était d'autant plus facile pour eux. Les hommes aussi qui étaient en âge de combattre, quand il n'y avait pas encore la mobilisation, quoi. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de partir. Il me semble que c'est qu'à partir du 1er mars. Il me semble que c'est qu'à partir du 1er mars. Comme le soulignait Daniel, parce qu'ils avaient le passeport hongrois, sinon ils n'auraient pas pu sortir. Ou ils sortaient illégalement. Et on a vu beaucoup à l'époque. Et par contre, au bout de 2-3 mois, les frontières ont été complètement fermées, même pour eux. C'est-à-dire pour sortir d'Ukraine, il fallait montrer le passeport ukrainien, pas le passeport hongrois. Tu ne pouvais plus sortir d'Ukraine. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est juste une petite question là-dessus. Est-ce que les autorités hongroises les ont incités à partir ou juste ils les ont accueillis parce que ce sont des compatriotes ? Les autorités hongroises les ont pas du tout particulièrement incités à partir. Donc voilà, aujourd'hui on considère qu'il y a à peu près la moitié de la minorité qui est partie, ce qui est absolument catastrophique parce que beaucoup ne reviendront plus. C'est essentiellement les jeunes qui sont partis. Beaucoup à Budapest, beaucoup en Hongrie, mais bon, qui sont signés partout ailleurs en Europe. Ça rappelle un peu l'histoire de la Voïvodine lors des guerres de Yougoslavie. C'est exactement le parallèle que je fais avec la Voïvodine dans les années 90. C'est-à-dire que, cette guerre elle est vraiment catastrophique par contre-coup pour la minorité hongroise qui ne s'en relèvera pas. Ensuite, il y a la minorité hongroise, qu'est-ce que c'est sur le marché, on rencontre les paysans des villages où il y a encore une vingtaine de villages vraiment adossés à la frontière, on ne parle presque que hongrois. Mais ensuite, il y a tous ceux qui vivent dans les villes, même Beregiv, à Mukachevo, à Užhorod. Il y a tous les jeunes qui sont pas complètement assimilés, mais qui sont des Ukraino-magyars. C'est-à-dire que moi, je suis allé devant le lycée de Beregiv, on interrogeait un peu les jeunes. Toi t'es hongrois, t'es ukrainien. Mon père est hongrois, ma mère est ukrainienne. C'est le mélange, c'est l'université. À la maison, mon père il me parle hongrois, ma mère il me parle ukrainien, mon père il parle russe à ma mère qui lui répond en ukrainien. Enfin, je veux dire, c'est dans cette région le trilinguisme est la norme. Ça rappelle la Transylvanie, ça rappelle la Voïvodine. Donc à partir de là, dire aux jeunes t'es hongrois, t'es pas hongrois, les vieux, les personnes âgées savent un peu plus, eux moins. C'est-à-dire que l'Ukraine est vraiment leur pays. Ce sont des Ukrainiens, des citoyens ukrainiens de culture hongroise, avec des racines hongroises. Tu peux parler ukrainien pour faire ces contacts, ces interviews ? Non. Alors, nous, on a parlé hongrois. Il faut savoir que personne ne parle anglais. À part à Užhorod, un peu dans la ville où tu trouves sinon, c'est en hongrois. Et même avec les Ukrainiens, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la plupart, tous les jeunes hongrois parlent évidemment l'ukrainien, mais les jeunes ukraino-ukrainiens parlent aussi un peu le hongrois. Ils le comprennent, La tenancière de notre hôtel, par exemple, au départ, on galérait vraiment à se faire comprendre, puis au bout d'un moment, on lui a parlé hongrois, puis elle parlait un peu hongrois. J'ai toujours entendu le hongrois, j'ai un petit peu appris. J'ai envoyé mes enfants travailler, ils sont à Budapest, les autres sont à l'école hongroise. Donc il y a aussi des stratégies de la part des Ukrainiens qui vivent dans cet environnement multiculturel, donc tu ne peux pas ce serait être hémiplégique de n'avoir que... Ce serait se mettre à dos la moitié de la région. Et les jeunes que vous avez rencontrés, ils ont dans quel état d'esprit ? Ils veulent rester, ils veulent aller au combat, ils veulent se barrer le plus vite possible vers l'Europe, il y a de tout.
la plupart des jeunes, ils voient pas l'avenir dans ce pays. De toute façon, ça c'est clair. Mais un peu de la même façon qu'on interrogerait des jeunes à Budapest. Un tiers veulent partir. Donc, oui, voilà. Là, je dirais que c'est encore bien plus fort, parce qu'on est vraiment dans une région périphérique qui est une région pauvre de l'Ukraine. C'est pas une région riche de l'Ukraine, c'est une région pauvre même par rapport au reste de l'Ukraine. Mais comment ils voient la guerre? Enfin, je veux dire, comment ils l'aperçoivent, ils la vivent, ils s'informent, comment ça se passe? Les jeunes, les jeunes, ils voient que leur pays a été attaqué par la Russie. Leur pays, c'est l'Ukraine, a été attaqué par la Russie. En même temps, est-ce que cette guerre est la leur et ils ont envie d'aller se battre? Évidemment, personne n'a envie d'y aller. Ça, on peut le comprendre. Mais ils sont quand même solidaires. Bien sûr, ils sont solidaires. Et ils sont potentiellement mobilisables. En plus. Ils sont potentiellement... et ils n'ont pas de quitter le pays, sauf s'ils ont un passeport hongrois. C'est une guerre qui assombrit leur avenir. Donc pour eux, c'est évidemment catastrophique. Et Corentin, tu nous disais que cette jeunesse se sent ukrainienne, solidaire du destin du peuple ukrainien. Est-ce que c'était déjà comme ça avant la guerre, ou est-ce que c'est la guerre qui a amplifié ce sentiment d'appartenance? À Oujgorod, j'ai eu non sans mal une heure d'entretien avec le gouverneur de l'oblast, monsieur Mikita, Victor Mikita, qui est un proche de Zelensky, et qui lui me disait ce que tout le monde m'a dit en Transcarpathie, c'est la cohabitation entre les différentes cultures et minorités se passe excellemment bien, il n'y a aucun problème, tous les problèmes sont créés de l'extérieur, c'est-à-dire du côté de certains nationalistes ukrainiens, de l'autre côté des Carpates, de Moscou essentiellement, qui vraisemblablement, je dis, derrière l'incendie du centre culturel hongrois à Oujgorod il y a quelques années, pour créer, dans la logique de créer un second Donbass. Mais la cohabitation se passe très bien sur le terrain. Et Victor Mikita, qui est soutenu par un parti hongrois local, donc c'est aussi un message politique qu'il veut faire passer, c'est-à-dire que il m'a dit textuellement, la Transcarpathie sans les Hongrois, c'est plus la Transcarpathie. Et il m'a dit les Hongrois la Transcarpathie a été très solidaire du reste du pays en accueillant les déplacés, les déplacés de guerre, et la minorité hongroise a été à l'avant-garde, à l'avant-front de ça, où ont très très massivement accueilli les gens. Alors donc il y a eu une vraie solidarité. Est-ce qu'ils ont l'impression que le manque de solidarité de Viktor Orban envers l'Ukraine est mauvais pour eux, pour leur cohabitation avec les Ukrainiens? Qu'est-ce que ça peut créer, je sais pas moi, ça crée des tensions. Ça peut créer des tensions. Là, c'est un autre écrivain ukrainien qui me disait ça, qui lui-même parle un peu hongrois, il connaît bien l'hongroise, qui vient d'un petit village tout près de Beregiv, où il me disait la moitié de la minorité est foutue, est partie, ne reviendra certainement pas. Ceux qui restent, c'est les vieux, qui sont pas l'avenir, c'est pas leur faire ombrage, leur dire, c'est pas l'avenir de la minorité. Et ceux qui resteront, c'est les Ukraino-Magyars, ceux qui veulent vivre ici comme citoyens ukrainiens de culture hongroise. Et ensuite. Donc, ce que tu veux dire, que ceux qui n'étaient pas complètement acquis à la cause ukrainienne, ils seraient partis de toute façon, quoi. Oui, ils avaient une raison supplémentaire de partir. Ensuite, je reviens à Victor Mikita qui me montrait dans son bureau. Il a 3 drapeaux. 2 sont des drapeaux des brigades de Transcarpathie signés par les combattants hongrois qui participent, qui sont incorporés dans les forces ukrainiennes au même titre que les autres, sans compter les engagés volontaires. Donc là, je peux peut-être vous raconter à Oujgorod ma rencontre avec un engagé volontaire. C'est ce que j'allais te demander, parce que tu as rencontré effectivement des engagés, mais aussi un soldat qui revenait du front, je crois. Ouais, alors pour faire le lien avec la minorité hongroise, je vais vous raconter ma rencontre avec Zsolt, qui est un homme de 50 ans qui travaillait dans une boulangerie industrielle, si j'ai tout bien compris, avant le 24 février 2022. Il a 50 ans, 2 enfants, son père était hongrois, son grand-père hongrois, son arrière-grand-père hongrois. Lui-même, il est de culture hongroise, mais il se sent patriote ukrainien avant tout.
Il parle un hongrois à peu près équivalent au nôtre, hein, donc c'est-à-dire... et Kicsit Magyar. Hein. Parfait. Et lui s'est engagé le 24 février 2022, c'est-à-dire le jour même de l'invasion à grande échelle, comme le disent les Ukrainiens. Il m'a dit à Oujgorod, il y avait au bureau de recrutement, il y avait des centaines de mètres de files d'attente pour s'engager. Et lui s'est engagé par patriotisme pour défendre son pays. Et aussi pour dire, tout simplement, je voulais défendre les femmes et les enfants qui, face à l'avancée des Russes. C'était absolument tout bête. Les Russes avançaient, il fallait des gens pour aller protéger les populations civiles des exactions qui seraient commises un peu partout. Voilà, c'était la raison pour laquelle il y allait. Il est resté 8 mois sur le front à divers endroits, notamment dans le nord-est, plutôt dans la région de Kharkiv. Il a vu beaucoup de copains tomber, lui-même il a eu de la chance, il n'a pas été blessé. Il m'a montré, c'était assez incroyable, il m'a montré dans son téléphone des vidéos et des photos de combats, lui sur la ligne de front, puis des vidéos où tu vois tu le vois dans un énorme cratère creusé par une bombe qui est tombée. Il m'a montré des vidéos, des footages d'hélicoptères qui viennent envoyer des roquettes et qui explosent dans tous les sens. Enfin, c'est comme dans un film. Un jour, il m'a dit son pire souvenir, c'est le jour où il y a 11 types de sa brigade qui sont tombés d'un coup, parce que il m'a dit à cause d'un connard de commandant qui nous a envoyé, lui il est fantassin, qui nous a envoyé sans envoyer les drones avant pour vérifier s'il n'y a pas des ennemis, quoi. Et ça nous a coûté 11 gars qui sont tombés. Il m'a dit c'était une erreur humaine, c'est sa faute à lui. Il a raison. C'est pour ça qu'ils sont morts. Alors un peu plus gay, mais ça contrebalance pas. Je lui ai demandé aussi, et un beau souvenir, il m'a dit, bon c'est un peu poétique, mais c'est le jour où les petits cigognos se sont envolés du nid, et il m'a montré les photos. Entre eux et les Russes, il y avait quelques centaines de mètres, 200 mètres à peu près. En face, il faut vraiment s'imaginer la Première Guerre mondiale, un champ un espèce de glacis plein de cratères d'obus, etc. Et au milieu, il y avait un grand oslope, un mât avec au-dessus un nid de cigogne. Il disait, malgré les bombardements, les cigognes étaient là, ils avaient envie comme si on n'était pas là. Rien à faire. Les cigognos sont nés, et au printemps, la nature existe toujours. Ils sont partis. Voilà, donc ça c'était... Et lui, comment il voit un peu la situation internationale? Parce que ici, en Europe, on est en train de mettre le doigt, maintenant que ça va faire presque 2 ans de guerre, sur quand même un certain manque de soutien de la part des Occidentaux, sur le fait qu'on a quand même incité les Ukrainiens à résister, à se battre, etc. Et derrière, il n'y a pas vraiment eu l'aide escomptée. Bon, j'ai évidemment posé ce genre de questions. J'ai pas eu de... Je pense que c'est une idée qui est en train de faire son chemin, mais qui n'était pas vraiment explicitée ou formulée. Je veux dire, j'ai pas rencontré d'Ukrainiens qui me disaient ces salauds occidentaux nous envoient au casse-pipe. Ce qui peut être un point de vue qu'on a ici, ils ne voient pas sous cette perspective. Ils disent bon bah voilà, nous on essaie de combattre, ils nous envoient des armes, bon merci, même si c'est pas assez, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été abandonnés ou trahis ou. Encore une fois, je pense que l'idée est en train de faire son chemin, mais on n'est pas encore là. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, non. Aussi, je peux vous parler de Andriy, que j'ai rencontré, qui lui n'était pas un engagé volontaire, qui est un jeune Ukrainien de 35 ans que j'ai rencontré dans une soirée formidable à Oujgorod, où j'étais reçu par un écrivain transcarpate, d'origine hongroise, mais qui écrit en ukrainien. Et on a passé une soirée super, parce que je tiens à le dire, on a rencontré vraiment des gars vraiment super dans cette ville tellement multiculturelle et cosmopolite qu'est Oujgorod, vraiment, où ça parlait toutes les langues. Qui est collé à la frontière slovaque. Toutes les langues, dans une atmosphère qui rappelait aussi des grandes heures de l'Europe centrale, et c'est vraiment fascinant. On se croirait en Autriche-Hongrie sous certains aspects. Et donc voilà, cet écrivain, je reviens sur cet écrivain d'origine hongroise, qui lui a 50 ballets, qui aime bien
boire des coups dans les bars avec ses potes quand il écrit pas des bouquins. Sa femme lui prévient que un jour tu vas te faire toper et tu vas devoir être envoyé au front par les recruteurs. Lui-même, il vit des tourments envoyés au front par les recruteurs. Lui-même, il vit des tourments, des grands tourments, parce que lui, il est clairement pacifiste. Hein. Il est pacifiste, mais comme il dit, mais d'un autre sens, je comprends ceux qui vont, parce que si personne n'y va, les Russes seront à Oujgorod, hein, parce que sinon on peut considérer que les Russes n'iront jamais à Paris, eux considèrent qu'ils vont et vivre sous le joug russe, c'est pas une perspective très intéressante pour la jeunesse ukrainienne. Donc son meilleur pote Max, il a été tué au front. Il était hyper ému par rapport à ça. Et donc dans cette soirée, il nous a présenté un jeune de 35 ans qui revenait, qui était en première permission depuis 8 mois, qui est un type super, Andriy, qui est un musicien, bassiste professionnel qui joue dans divers groupes. Et à qui on a passé toute la soirée jusqu'à 3h du matin. Il y a sa femme qui était arrivée d'Angleterre pour les retrouvailles. Pour le retrouver. Donc on a parlé de plein de choses, de musique, tout ça, évidemment la situation sur le front qui est absolument catastrophique. Il m'a dit, et là je cite très précisément, je pense que personne ne se rend compte à quel point la situation est catastrophique sur le front. Il me dit tout est en train de craquer. Je lui ai demandé, mais vous avez pas assez de matériel? Il dit, alors ça vaut pour l'endroit où il était sur le front, je sais pas si ça vaut pour tous les deux fronts. Il dit, nous on manquait pas de matériel, on manque d'hommes. On manque d'hommes, les meilleurs, ceux qui savaient se battre, qui voulaient se battre, ont déjà été tués. Et maintenant il reste les gars comme moi qui n'ont pas très envie d'être là, quoi. Mais ça c'est sorti pas mal dans la presse internationale ces derniers jours. Ça confirme les informations qui sortent. Et c'est exactement sur le manque de soldats formés. Et la lassitude aussi du conflit, le glacis, le fait que rien n'avance depuis pratiquement un an. Moi je suis musicien, j'avais rien à faire là-bas. Si on m'avait dit un jour, et puis à chaque fois il me disait, mais je reviens pas qu'on soit en train de parler de ça, je reviens pas que je suis en train de parler que je reviens de la guerre, parce que c'est tellement absurde, tellement absurde comme situation. Il y a vraiment rien qui prenne ici à ça, quoi. Surtout que son meilleur pote est mort là-bas. À sa place, il m'a dit. Parce que lui, Andriy, il était recruté comme ça. Ils ont mis quelques tampons, ils l'ont envoyé là-bas après 4 semaines de formation. Il s'est improvisé là-bas. Lui voulait y aller ou non. Et il n'était pas engagé alors. Mais il n'a pas tenté de déserter. Non, il n'a pas tenté de déserter. Il s'est dit c'est comme ça. Il faut y aller, mais non, il voulait pas y aller. Il voulait pas la guerre, tout ça évidemment. Et il s'est improvisé sur le front opérateur de drone, ce qui est moins exposé que Fantassin, mais qui est très exposé quand même. Bien sûr. Le drone ennemi t'a repéré, c'est sur toi qu'ils en mettent une. C'est une guerre à part entière, la guerre des drones d'ailleurs. C'est devenu. Et voilà, son meilleur pote s'est fait tuer là-bas. Il m'a dit à l'endroit à ma place en fait, à l'endroit au moment où c'était moi qui devais être là. Et alors lui-même, il a des éclats d'obus dans tout le corps. Il a dans le pied, dans la jambe, dans le dos. Sur la pommette. Pendant sa perme, il va être opéré à Lviv par apparemment le meilleur professeur, mais une fois que ce sera fait, il va devoir y retourner, quoi. Il va devoir y retourner, quoi. Donc voilà, mais on s'est donné rendez-vous au printemps prochain quand Oujgorod sera à nouveau super, me disait-il, ou à Budapest. Enfin, eux, malheureusement, ils peuvent plus sortir de. Bien sûr. Mais sinon, ils regardent vraiment tous vers Budapest parce que pour eux, c'est une ville qu'ils connaissent bien. Ils sont allés 10 fois au Sziget Festival. Voilà. Et ils nous disent c'est pas notre faute. Enfin, ils disent des fois les Juifs de Kiev, on a l'impression d'être des mauvais Ukrainiens, parce qu'on est des Transcarpates, c'est presque un peu suspect. Ils disaient c'est pas de notre faute si Budapest est à 3 heures de route alors que Kiev est à 10 heures de route. Voilà, d'ailleurs, parenthèse, je pense que vous avez remarqué la même chose, mais le nombre d'Ukrainiens qui est actuellement dans les rues de Budapest est extrêmement impressionnant. Oui. Mais qu'est-ce qu'il disait justement du positionnement du gouvernement hongrois par rapport à la guerre? Est-ce qu'il avait un avis là-dessus? Non, je préfère vraiment recueillir ces témoignages de terrain, voir les images de drones qui me montraient sur son téléphone. Voilà, lui me disait de toute façon la situation est catastrophique, jamais on pourra récupérer les territoires. C'est son point de vue à lui, hein, bien sûr. Son point de vue à lui. Qui est confirmé de plus en plus par les analystes. On ne pourra jamais récupérer les territoires, les Russes sont trop forts. Il dit les Russes, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun pattern à déceler, c'est-à-dire que des fois on va voir des guignols qui vont arriver jusque dans nos tranchées, ça va à peine où ils sont, et puis c'est faites-moi prisonnier les gars, ou ils disent il n'y a aucun pattern avec les Russes.
ça peut être le grand n'importe quoi, et puis le jour d'après, on va avoir une unité qui, là c'est la minorité, puis ils ravagent tout, et puis tu peux rien faire contre eux. Donc voilà, c'est ce qu'il me disait, et puis il me disait de toute façon, là j'ai été très surpris. Parce que c'est un tabou absolu en Occident, on n'a pas le droit d'en parler, mais lui il m'a dit de toute façon si Poutine est mis à mal sur le terrain, il nous lâchera une bombe nucléaire sur la gueule et puis ce sera terminé quoi. Ouais. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus, mais c'est vrai que ça peut revenir. Donc voilà un point de vue extrêmement fataliste sur la suite. Est-ce qu'il t'a dit qu'est-ce qu'il espérait que peut-être qu'on arrête la guerre maintenant, on arrête les frais, la Russie garde les territoires. Je lui ai dit, il faut quoi, un accord de paix et tout. Il dit de toute façon, ça, je crois pas que ce soit possible. Je crois pas qu'il puisse y avoir un accord de paix, ça me semble impossible. Ensuite, il m'a donné quelques raisons à ça, mais ma mémoire me fait défaut parce qu'il commence à être tard. Et mange ton sandwich d'ailleurs, là, si tu veux me faire Et voilà, bon, je sais pas si vous avez des questions, sinon c'est un peu de temps. C'était une très bonne conférence, merci. Est-ce qu'on sent l'état de guerre quand même du quotidien, c'est-à-dire sur place? La Transcarpathie a jamais été bombardée à l'exception d'une fois. On n'a jamais trop compris. C'est une gare, je crois, c'est ça. Un transformateur électrique. Électrique. Ensuite, bon, il y a évidemment des uniformes partout dans les rues. Mais moi, j'ai travaillé à Kiev quelques mois en 2009. Il y a déjà beaucoup d'uniformes dans les rues à cette époque. L'armée, les gens. Là, il y a beaucoup d'uniformes, il y a beaucoup de soldats, beaucoup de militaires. Quand je vais rencontrer le gouverneur de l'oblast, tout est mis sous administration militaire. C'est-à-dire que même le siège de la région est sous administration militaire, donc il y a des militaires absolument partout. Le siège du gouvernorat est protégé par des sacs de sable, etc. Il y avait un checkpoint entre Beregiv et Mukachevo aussi. Donc évidemment, on le sent vraiment, quoi. Mais d'ailleurs, ça a été simple ou pas d'organiser l'interview avec... On voit que dans les rues, il y a très peu d'hommes. Ça, c'est aussi visible. Et ça a été simple ou pas d'organiser l'interview avec Nikita? Avec le gouverneur de l'oblast, ça a été compliqué, mais pas à cause de son emploi du temps. Il doit être blindé. Était volontaire pour parler, pour faire aux journalistes. Il n'y a pas de problème, avec ça. Et le SBU, vous ont payé une bière, vous avez pu discuter. Non, ils nous ont pris en photo de loin, mais pas payé et comment les gens réagissaient qu'il y a un journaliste français, bon, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il venait de Budapest, un journaliste français qui vient là-bas, ils se sentaient émus pour continuer à parler d'eux. Et pas sur le front, parce que c'est rare finalement. Les Ukrainiens, ils vivent avec les journalistes depuis plusieurs mois, ils ont l'habitude de ça, c'est normal. Ils savent en plus que la presse occidentale est plutôt de leur côté. Côté hongrois, c'était beaucoup moins évident, parce que comme m'a dit je crois à la fois un consul d'un pays ami, mais et le maire de Beregiv. En fait, les gens vous répondent pas parce qu'ils comprennent pas ce que vous venez foutre ici, quoi, en fait. Ça les interpelle quand même. Un grand moment d'incompréhension. Non mais c'est vrai que finalement c'est assez rare que des journalistes occidentaux aillent en Transcarpathie. La plupart ils vont sur le front, quoi. Enfin, c'est... Ouais, non, mais il y en a quand même qui... Il y en a quelques-uns. Il y a Libération qui ira bientôt là-bas. Le Monde était venu oui, mais... il y a quelques mois. Ouais, ok. D'accord. Ils sont quand même habitués à la présence des journalistes occidentaux et notamment français. Ok. Et en tout cas, on conseille de lire le reportage de Corentin dans le Courrier d'Europe centrale, de s'y abonner. J'en ai pas fait. Pas encore. Le futur reportage. Tu m'as l'impression que j'ai pas envie d'en faire un. C'est dans le monde diplomatique, c'est ça que tu vas le sortir, si je me rappelle bien. Ce sera pour le mois de janvier. Janvier, février, ça dépend si ça dépend si l'actu en Amérique latine. Si Hugo Chavez revient d'entre les morts. Je dédie ce petit compte rendu à Bandi et puis André. D'accord, ok, très très bien. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage et surtout cette expérience directe de ce qui se passe, là-bas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on a réussi à ne pas parler de Monsieur Victor Orban qui a rencontré Monsieur Emmanuel Macron. On l'a cité 2-3 fois entre temps. Est-ce qu'il y a Siloé qui filme? Je te laisse ma place. Bah oui, parce que c'est à Siloé maintenant. On va juste une minute de musique et puis après Siloé va nous parler de Budapest et de son expérience parmi nous.
nous dis, ça me Donc, tu as été parmi nous pendant tout l'hiver 2023. Merci d'avoir été. L'hiver n'a pas encore commencé. Ouais, voilà. Il fait chaud quand même. Tout l'automne. Tout l'automne 2023. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience à la fois à Budapest et à Tilos Radio? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Guillaume de me laisser cette opportunité de m'exprimer. Merci à l'équipe. Et fais ton rapport de stage, voilà. Bonjour à nos auditeurs. Donc voilà, moi je m'appelle Siloé, j'ai 21 ans, je suis française et je vis à Paris. Donc j'ai passé 3 mois et quelques à Budapest pour faire un stage auprès du journal francophone de Budapest et aussi à Mauvaise Onde évidemment toutes les 2 semaines. Donc c'est moi qui filmais les émissions en direct sur Twitch notamment, sur Facebook aussi. Et tu as fait de très belles photos d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis je me suis occupée aussi de la rediffusion des émissions principalement sur YouTube. Donc voilà, moi quand je suis arrivée à Budapest, j'avoue que en fait c'est surtout l'opportunité qui m'a fait venir ici. J'avais pas forcément entendu, enfin j'étais pas forcément passionnée de Hongrie avant, je connaissais pas vraiment, j'ai des amis qui m'en avaient parlé, mais c'est vrai que qui m'avaient dit du bien d'ailleurs. Mais c'est vrai, voilà, j'étais pas non plus une professionnelle, donc pour en apprendre un peu plus, j'ai eu la formidable idée de regarder le film Budapest, le film avec Jonathan Cohen. Oh non, Manu Payette. Aïe 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 aïe. J'avais d'ailleurs dit une fois au maire de Budapest qu'il devrait porter plainte contre ce film pour qu'il enlève le titre du nom de Budapest. C'est un film qui est une infamie, quoi. J'ai cru que j'allais en apprendre beaucoup sur la ville de Budapest, et en fait j'ai été étonnée, j'ai même été un peu effrayée d'abord quand j'ai vu que c'était conduite de tank, que c'était tir à la carabine et soirée libertine à gogo. Le karting à Bla. Le karting à Bla, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Et puis je suis arrivée et j'ai découvert qu'en fait Budapest c'était bien plus que ça en fait. C'était aussi la ville de la culture, la ville de l'apaisement et du calme, comme j'aime bien l'appeler, parce que pour une Parisienne c'est vrai que ça fait du bien. Il y a de la place sur les trottoirs, c'est génial. Donc j'ai fait un stage de journalisme culturel au journal francophone de Budapest avec Eva Vamos. Que l'on salue. Salut Eva. Une grande dame à Budapest et de la relation franco-hongroise. J'ai pu assister comme ça à beaucoup d'événements culturels, de vernissage d'expositions, aux Beaux-Arts par exemple, avec l'expo Renoir en ce moment. Qui fait un carton. Oui. Ou au MOOC Charnok, alors désolé, je vais clairement écorcher des noms hongrois. La halle de l'art. Donc avec par exemple l'exposition sur Françoise Gillot, l'ex-compagne de Picasso, qui arrive incessamment sous peu. La muse. J'ai également fait des rencontres, plein de personnalités différentes qui ponctuent la vie à Budapest. J'ai rencontré par exemple la directrice de l'école de commerce de l'ESCA, Choucha Deligré, le saxophoniste du restaurant Mazeltov, Yash Andrich, l'humoriste franco-hongrois Noé Bex, parmi tant d'autres. Donc j'ai l'impression d'avoir énormément appris grâce à ces rencontres, grâce à Eva et grâce à vous évidemment. Bien sûr. J'ai découvert un pays, j'ai découvert sa culture, malheureusement pas sa langue, mais d'ici 35 ans je pense que peut-être j'arriverai à une phrase. Ou 40 ans. J'ai un peu vécu 3 saisons ici aussi. L'été caniculaire un peu en septembre, début septembre, il a fait un peu chaud. Octobre aussi, c'était pas mal. L'automne qui je trouve va très bien au temps de Budapest. Et puis l'hiver enneigé d'ailleurs, faites attention à vous. C'est glissant en ce moment. Faites gaffe au verglas. J'ai pas pris les chaussures qui vont. N'allez pas encombrer les urgences. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Merci encore à vous et merci à Eva. Merci à la Hongrie de m'avoir accueilli si chaleureusement. Je repars avec uniquement des souvenirs positifs et l'envie de revenir le plus rapidement possible parce que je crois bien que je suis tombée amoureuse. Oh, c'est mignon. Et une chose est sûre, la première chose que je vais faire en rentrant à Paris, c'est chercher où on peut manger des langoches et des Kustos Palace. Il y en a un à côté de Bastille d'ailleurs, un gros truc de Kustos Palace. Un unicum dans mon gobelet réutilisable que j'ai volé au Morrison. Ah, volé, mais quelle honte. T'as payé au Morrison. Et soutenir la Hongrie à l'euro en hurlant Ia, Hungaria. Voilà, c'est ça. Bravo. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci d'avoir été parmi nous. Merci, super. Et si tu veux refaire un stage de 3 mois, tu reviens quand tu veux. Tu es la bienvenue. Et oui. Merci bien. Donc maintenant on va passer encore un petit jingle et puis on va voir les petits mousquetaires avec nous.
donc nous avons avec nous les petits mousquetaires, mais avant ça, Fabien, est-ce que tu peux nous parler des événements culturels? Voilà, je vais vous parler de deux événements qui se passent aujourd'hui. Tout d'abord aujourd'hui, c'est le Père Noël de Tiloche Radio. Je crois que le Père Noël est une ordure, je sais pas. Non. Qui est sur Netflix. Le Tiloche Radio Micolache, qui est actuellement en ce moment même à Mathiaster, au Quai Studiard. Et ça a commencé cet après-midi à 2h et ça se termine a priori vers 20h du soir. Donc là, le Père Noël, ou du moins Saint-Nicolas, est déjà passé, vu qu'il est passé à 5h, donc en plein milieu de l'émission. Et ce soir, il y a des DJ, mais aussi pour les enfants, parce qu'en fait, c'est une journée spéciale qui est organisée pour les enfants, mais aussi pour les parents, bien sûr. Donc ça, c'est l'événement qui est à Quai Studiard, qui est donc au Mathias Stern numéro 15. Et également un autre événement qui a lieu également ce soir. Il y a une pièce de théâtre qui est jouée par une seule personne, qui s'appelle L'amour avec un escabeau. Donc ce soir à 19h au Pincesinhaz, c'est Telokpal Utsa au numéro 3. C'est en fait à côté de Radai Utsa. C'est une pièce qui est en français mais avec des sous-titres en hongrois. Et à l'interprétation, il y a Deaki Sandra. Donc c'est un personnage, des objets, et ces objets prennent une voix et il y a une interaction entre le personnage principal et les différents objets, dont un escabeau, dont elle tombe amoureuse. C'est une pièce contemporaine. D'accord. Okay. Ensuite, un autre événement peut-être un petit peu plus triste, mais que je voulais annoncer quand même. L'artiste Vera Molnar en fait est décédée là récemment, il y a 2 jours. Et donc c'était une artiste qui était spécialiste de l'art numérique, l'art algorithmique. Elle faisait notamment des installations et pas mal de peintures. C'était une amie d'Eva Bamosh. D'accord. Voilà. Donc ça c'était quelques événements culturels. Aujourd'hui nous avons les enfants des petits mousquetaires. Les petits mousquetaires. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui connaissent peut-être pas, c'est quoi les petits mousquetaires? Alors je vais laisser parler Marion en fait qui va nous expliquer tout du quoi et du comment. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc les petits mousquetaires en fait c'est une association à but non lucratif qui existe à Budapest depuis 2017. Le but de cette association, c'est de permettre aux enfants francophones de continuer à parler français. Les enfants nous accueillons 70 enfants à peu près par semaine. Dans différentes activités à partir de 2 ans jusqu'à là vous avez les enfants les plus âgés je pense 14 ans. Donc nous on peut pas en faire partie quoi. Si on cherche toujours des bénévoles. Ah mais donc, les activités. Ouais, moi je veux les activités. Alors on a des activités familiales, c'est les dimanches en famille. D'ailleurs le 17 décembre donc nous faisons un goûter des petits mousquetaires. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site internet petitmousquetaire.org. Alors ça se passe. Alors ce fameux. Non, toujours. Il n'y a pas un nouveau. Mais il est magnifique. Ah d'accord, ok. Voilà, il est très beau. Ce fameux goûter se passe où et quand? Le goûter des petits mousquetaires se passera le 17 décembre, dimanche 17 décembre au Troquet. Qui se situe dans les locaux de l'Institut français. D'accord. Et il y aura différentes activités prévues. C'est à partir de 16h30. Création de petits cadeaux faits maison, lecture d'albums, vin chaud, chocolat chaud. Et nous sommes associés aussi à la librairie Prélude qui a ouvert dans les locaux de l'Institut français pour cet événement. La boulangerie chez Mathilde et Cargonomia qui va organiser un stand de bijoux recyclés pour adultes et enfants. Merci. D'accord. les bijoux faits à partir de nouilles séchées, c'est ça? C'est avec des vélos, non? Je crois que c'est avec des chambres à air. Chambre à air. Ah ouais. Voilà. Vélo. Exactement. Okay. Moi, je voudrais ça à Noël. Ouais. Nous avons des nouvelles activités aussi, et je pense que les enfants qui sont venus avec nous vont pouvoir vous en parler. 2 nouvelles activités du samedi après-midi. Qui veut parler? Donc, tu peux donner ton prénom? Oui, on pourrait peut-être commencer par vous présenter. Vous vous appelez comment? Alors, on a Marcel, Chloé, Julie et Olivia qui sont là, ainsi que Nathalie qui les supervise les samedis après-midi. Qui les supporte. Et Yann qui est aussi avec nous. Yann qui nous accompagne toute l'année en service civique. Donc c'est notre premier service civique et on est vraiment, vraiment ravis de les avoir tous les deux.
avec nous. Donc Yann en service civique et Nathalie. Et les enfants. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Marcel, par exemple? Je m'appelle Marcel, j'ai 13 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais au Petit Mousquetaire? Je fais le multimédia, qui est la nouvelle activité, oui. Et alors ça consiste en quoi? Est-ce que tu dois faire des dessins, travailler avec un ordinateur? Un peu les deux. On fait un site. On a fait un site internet. Et on a toutes sortes de trucs. Comme des bandes dessinées, nos podcasts. D'accord. En fait, le but, c'est que les enfants choisissent leur mode créatif, voilà, selon leur créativité, selon ce qu'ils aiment faire. On leur a donné un endroit où ils peuvent s'exprimer. Donc, il y en a qui vont faire des bandes dessinées, il y en a qui vont faire de la musique, il y en a qui font des vidéos. D'accord. Voilà pour l'instant. Et toi, tu as fait quoi, par exemple? Est-ce que tu as fait quelque chose sur l'Égypte? Je me rappelle que tu avais oui, ça. Oui. Mais là, je vais faire de la musique. De la musique, d'accord. Ouais. Du piano ou du saxophone? Non, du rap. Du rap, d'accord. Okay. Et vous, les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Julie et j'ai 10 ans. Moi, je suis Olivia et j'ai 9 ans. D'accord. Et vous faites partie aussi de l'activité multimédia? Non. Qu'est-ce que vous faites comme activité? On fait de l'art plastique. En fait, c'est une nouvelle activité où on fait beaucoup d'art et on a notre propre cahier qu'on emmène et dedans on peint et on dessine. D'accord. Est-ce que vous parlez un petit peu de l'art aussi? En fait, un petit peu. Toujours on fait 2 semaines de un tableau et alors on a plusieurs exercices qu'on fait. D'accord. Et vous avez parlé de quoi la dernière fois? On a cette fois et la dernière fois on a parlé de comment peindre la peinture de la chambre de Van Gogh. De Van Gogh. Bien. Oui. D'accord. Et après, vous avez fait un dessin comme Van Gogh ou mieux? Non, on a fait sa chambre. On a mis un pizza par terre ou des choses comme ça. Ah d'accord, donc un peu différent, ouais. Plutôt de l'art contemporain. Oui. Et on a regardé dans les journaux pour trouver des photos des chaises ou des lits. Et d'abord, on a dessiné. On a comme collé les trucs qu'on a trouvés dans les journaux et on les a découpés, on les a collés pour faire la chambre originale, mais avec comme des trucs dans les journaux. Et après, on a fait comme des objets qui ont tombé par terre avec. Soit on les a dessinés, soit on a aussi fait la méthode du journal. D'accord. Et on a découpé des personnages et on les a collés là-bas aussi pour que c'est eux qui vivent là-bas. Ok, et vos parents ont bien aimé? Vous avez montré à vos parents ce que vous avez fait? Non. Non. D'accord. Ok, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'appelles déjà? Ouais. Moi je m'appelle Chloé, j'ai 13 ans. Moi aussi je vais à Multimédia. Moi je dessine des bandes dessinées sur mon laptop. Et j'ai déjà presque fini une page, j'ai fait les fonds de les briques de la première page. D'accord, et ça ressemble à quoi? C'est un petit peu manga ou bien c'est style métal hurlant ou qu'est-ce que ça va être? En fait il y a des couleurs, c'est une bande dessinée plutôt fantasy quoi. Quelle est l'histoire? Est-ce que tu as une histoire? Pas trop, pas encore. Je commence et je vais voir, je vais improviser. D'accord. Ok. Vous pouvez nous parler un petit peu de comment elle est venue cette association, les Petits Mousquetaires?
Ça a commencé en fait il y a très très longtemps. À la base, c'était un groupe de parents qui s'est rencontré dans les crèches, dans les terrains de jeu pour enfants. On n'était pas encore, on était loin d'être une association. Et on a organisé comme ça des activités en français une fois par semaine pour les petits. C'est pour qui? C'est plutôt pour les familles franco-hongroises ou plutôt les Français qui viennent vivre en Hongrie quelques années? C'est quoi le public, entre guillemets? Il faut que les enfants soient francophones, c'est-à-dire que ça peut être des familles binationales, ça peut aussi être des familles hongroises qui ont vécu en France ou en Belgique et qui reviennent s'installer en Hongrie et qui ne veulent pas que leur enfant oublie le français, mais en tout cas on ne fait pas des cours de français. D'accord. Mais la motivation, c'est qu'ils utilisent le français, qu'ils communiquent en français. Voilà, c'est ça, qu'ils l'utilisent pour dans leur vie sociale, se faire des amis en français. On essaye de créer une petite communauté aussi pour les parents et aussi pour les enfants. J'ai entendu parler pour les parents. Qu'est-ce qu'ils font les parents ensemble? Pour l'instant, les dimanches. Donc les dimanches, on essaie d'organiser un dimanche en famille une fois par trimestre à peu près. On a un projet. Oui, vas-y Marion. Oui, on a un nouveau membre du bureau cette année, Rémi, qui est très enthousiaste à l'idée de faire des dégustation de vin ou autre programme. C'est ouvert à tous ou Pour ceux qui connaissent Rémi, ça ne vous étonnera pas. On fait des dégustations de bière à mauvaise onde, donc si vous voulez, on peut s'associer. On peut s'associer. Donc, non, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de parents qui aussi recherchaient l'aspect de communauté en fait. Et pour l'instant, c'est vrai que on n'a pas encore vraiment proposé ça, mais voilà, à part. C'est un travail quand même qui est majoritairement bénévole. D'accord. Est-ce que vous êtes soutenu par l'Institut français ou par on fait des demandes de subventions auprès de l'AEFE et... c'est quoi l'AEFE? C'est l'agence européenne des Français de l'étranger. Et aussi auprès du ministère des Affaires étrangères européennes. Donc on a des subventions, mais qui sont loin d'être... c'est pas suffisant. Oui, qui sont loin d'être un fonds de roulement. Donc les activités qu'on propose, on manque juste un petit peu de force vive, je pense, actuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Et est-ce que vous avez des projets pour 2024? Est-ce que vous avez prévu déjà des choses importantes? Pas pour les parents, mais par contre, je voulais poser on a aussi un nouveau club ado. Ouais, je voulais poser la question. Et la colo de l'année dernière, si vous voulez nous faire un petit mot rapide, parce que ça, c'est vraiment des choses des nouvelles activités qu'on a proposées qui ont super bien marché. La colo, je pense que les enfants, ils ont adoré. Les 4 autour de la table. Voilà, mais vous pouvez nous dire rapidement, est-ce que vous avez bien aimé? Bah oui. C'était le mot de la fin. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir sur Mauvaise Onde. Donc je vous rappelle que c'était une émission spéciale sur l'Ukraine avec le témoignage de Corentin. Merci beaucoup Corentin de nous avoir parlé de cette expérience. On se voit dans 2 semaines. Ah non, au mois de janvier. Non, il y a une dernière émission. Ouais, pardon. Ah, tu serais là. Donc il y a une dernière émission de l'année et sinon on se voit très très bientôt en janvier. Voilà, pour 2024. À très bientôt sur Mauvaise Onde. Attends, mais toi là que je fais juste Mauvaise Onde. Attends, mais toi là que je fais juste A következő megálló Egyenes labirintus.